Radio Melting Pot. Voci, storie, interviste e podcast per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza. Ascolta Radio Melting Pot su meltingpot.org e Spotify. Oui, bonjour Mokhtar. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et nous expliquer Alarmophone Sarah? Ok. Tu m'entends très bien, j'espère? Oui, très bien. Ok. D'accord, je suis Mokhtar Daniaye, originaire du Niger. Je suis un militant de droits humains, notamment ceux des personnes en mobilité, communément appelés migrants, réfugiés, demandeurs d'asile et tout. Je suis un des membres fondateurs de l'initiative Alarmophone Sahara, qui est une initiative mise en place pour apporter assistance et secours pour les personnes en mobilité qui traversent le désert du Sahara, documenter les abus et les violations de droits qui se effectuent sur les routes migratoires, notamment dans cette partie isolée du monde, et faire le plaidoyer ou dénoncer à l'échelle internationale ce qui se passe et mettre en lumière ce qui se passe à partir de 2015 sur les routes dans cet espace. Alarmophone Sarah naît en 2017 à Dagadez. Comment elle est née l'idée et quelle est son origine? Alarmophone Sahara est né en 2017, mais avant, il y a eu les premières prémices, c'est-à-dire les personnes engagées sur les droits des personnes en mobilité, notamment plusieurs pays, parce que c'est une initiative transnationale, donc des personnes d'Afrique et d'Europe qui échangeaient sur les questions de mobilité et qui remarque qu'à partir de 2015, il y a l'externalisation des frontières européennes qui s'est installée au Niger, donc à partir du sommet de la Valette, où le Niger est devenu un point stratégique pour l'Union européenne pour contrôler et bloquer les personnes en direction du nord. Donc les échanges ont commencé pour voir comment est-ce qu'il serait possible de mettre en place une initiative pour tirer l'attention du public international et national sur les dangers, on peut dire, de cette externalisation des frontières européennes dans notre contrée. Donc, à partir de ce temps, les échanges ont commencé. En février 2017, il y a eu un premier atelier à Niamey qui a posé les bases de cette initiative, réfléchir notamment sur un nom et sur le mode d'activité ou d'opération que Alarmophone Sahara en ce moment pouvait mettre. Donc, du moment où j'ai dit c'est une initiative transnationale et dans les participants ou dans les initiateurs, il y en a pas mal qui étaient déjà en réseau, je veux dire avec Alarmophone Watch the Med. Et donc cela a été l'inspiration parce que Watch the Med faisait le secours en mer. Donc l'idée primaire est de transplanter cette initiative, ce genre d'initiative pour secourir les personnes qui meurent dans le désert. Parce qu'à partir de 2015, comme je dis, cette externalisation qui s'est traduite par la criminalisation de la mobilité dans cet espace faisait que les conséquences sur la vie des personnes en mobilité devenaient drastiques. Il y a plusieurs personnes qui disparaissent et d'autres qui sont en détresse en permanence dans le désert. Donc l'idée est de mettre en place un premier outil pour sauver au moins les personnes qui sont en détresse. Donc c'est là qu'on a pris l'initiative où on s'est inspiré de Alarmophone Watch the Med et on a mis en place un numéro ou une ligne verte que les personnes pourraient appeler une fois qu'ils sont en détresse dans le désert et qu'on essaie d'organiser les secours. Concrètement, parlons du fonctionnement, parce que tu pars de l'inspiration d'Alarmophone en Méditerranée, justement. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Qui répond au téléphone? Qui intervient sur le terrain? Qui sont les lanceurs d'alerte, par exemple?
Alors, comme je disais au tout début, c'était l'inspiration effectivement de Alarm Phone Méditerranée, mettre en place le numéro du téléphone, le téléphone que les gens peuvent appeler. À la base, c'était ça l'idée, mais au fil du temps, on s'est rendu compte aussi que bon, il peut y avoir des cas, et d'ailleurs plusieurs, que les personnes peuvent être en détresse, mais ne pas être dans la possibilité d'appeler parce que les réalités sont différentes. C'est une zone qui n'est pas couverte par les connexions Internet et autres. Donc, on a effectivement implanté cette stratégie de personnes volontaires qu'on appelle communément les lanceurs d'alerte. Et ces personnes, c'est des gens qui étaient dans, on va dire, l'économie de la migration avant que cela soit criminalisé en 2015. Donc, c'est des anciens transporteurs, des anciens coxeurs qui faisaient la facilitation pour les personnes. Et c'est aussi des personnes qui vivent dans la région, dans leur activité quotidienne, mais qui en bénéficient aussi de la mobilité humaine. Parce que la migration, comme on dit, dans cet espace est vitale. C'est à travers ça que les gens vivent dans toute l'Afrique, et spécifiquement dans cette partie où c'est la mobilité qui fait vivre les gens. Donc, c'est ces personnes qui font des patrouilles ou souvent dans leur démarche quotidienne, quand ils voient des personnes en détresse, ils essayent de leur apporter le premier secours ou bien essayer de contacter ou de joindre la coordination qui peut organiser des missions de secours. Maintenant, concrètement, les numéros ou les appels, ceux qui répondent, en fait, c'est varié. On a mis en place dès 2017 la coordination au niveau d'Agadez où la ligne elle est là répondante, mais aussi toutes les personnes qui sont engagées dans l'initiative répondent d'une manière ou d'une autre. Personnellement, étant celui qui gère les plateformes des réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp et autres, mon numéro aussi fait partie de ces numéros hotline. Donc, souvent, c'est à travers ces canaux que les gens nous contactent et me contactent, et j'essaie aussi de joindre la coordination pour organiser le secours ou le besoin pour lequel nous sommes contactés. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Les numéros, aujourd'hui, la ligne verte, elle est au niveau de la coordination au siège à Agadez où des personnes répondent de manière shiftée. Et aussi, personnellement, je suis contacté à travers les canaux digitaux, les plateformes de réseaux sociaux, comme on dit. Et aussi les lanceurs d'alerte qui, dans leur démarche quotidienne, peuvent répondre ou bien à travers des missions de patrouille ou de ratissage qu'on organise. Tout à l'heure, tu parlais des coxeurs. Mhm. Est-ce que pour qui ne sait pas ce que c'est un coxeur, tu peux expliquer ce que c'est? C'est qui est un coxeur? Oui, alors un coxeur, communément, c'est un facilitateur, c'est-à-dire c'est les personnes qui travaillent dans les marchés ou au niveau des gares routières qui font la facilitation pour les passagers, celui qui veut prendre un véhicule pour telle ou telle direction, quel qu'il soit la zone ou la direction que la personne va. Donc, c'est eux qui font la facilitation entre les passagers et les transporteurs en essayant de les accompagner au niveau on va dire des transporteurs ou des points où ils peuvent prendre des véhicules. Souvent, les coxeurs servent de traducteurs parce que des personnes peuvent vouloir voyager et ne pas parler la langue. Les coxeurs peuvent faciliter souvent pour faire des échanges de monnaie. Un coxeur, donc, c'est en quelque sorte un courtier ou un facilitateur, on va dire, de voyage au niveau des gares et au niveau des marchés. Et c'est partout, c'est-à-dire pas seulement à Agadez, c'est dans toutes les villes, c'est dans toutes les parties et c'est dans toutes les directions. On appelle un coxeur celui qui fait la facilitation ou l'intermédiaire entre les passagers et les autres compagnies de transport ou les transporteurs directement. Justement, tu faisais référence tout à l'heure au changement de loi au Niger et sur la criminalisation de l'assistance aux migrants. Donc, je pense que ça a touché énormément aussi les personnes qui faisaient cette facilitation et peut-être ça a eu des conséquences aussi au sein de votre structure.
Donc c'est la loi 2015-36 qui criminalisait l'assistance aux migrants. Est-ce que tu peux dire quelque chose de cette loi qui était par la suite abrogée en 2023 et comment du coup votre travail a changé pendant les années où cette loi était en vigueur et depuis qu'elle était abrogée? Ok, oui, j'avais parlé de criminalisation. En effet, comme je dis, à partir de 2015, le Niger a été le point stratégique pour les politiques de frontières européennes. Donc, à partir de cette année, effectivement, une loi a été mise en place au Niger, et la loi 2015-36, qui est censée protéger la personne en mobilité parce que l'intitulé de la loi est la loi anti-trafic de migrants. Mais malheureusement, dans sa pratique ou dans son implémentation, cette loi, elle est devenue une loi contre même les personnes en mobilité parce que justement, c'est à travers cette loi dont j'ai dit, ou à travers l'implémentation de cette loi dont la mobilité est devenue très difficile. Les gens essayant de fuir les raquettes ou les points de contrôle. Ça a augmenté le nombre de disparitions dans le désert et des morts aussi. Donc, cette loi, elle criminalisait en effet les soi-disant passeurs. Bien entendu, j'ai commencé par coxeur et transporteur. Et bien, à partir de l'implémentation de cette loi, c'est tout ce beau monde-là qui se sont automatiquement vus changer de statut ou appelés finalement des passeurs, qui était un mot ou une qualification totalement nouvelle. Les mêmes transporteurs, les mêmes coxeurs qui, avant 2015, travaillaient légalement, qui payaient même des taxes, et que à partir de la mise en place de cette loi, ils sont devenus des passeurs. Donc voilà comment cette loi, elle a criminalisé les personnes en mobilité elles-mêmes, les personnes qui les transportent et qui font la facilitation du travail. Mais en même temps, cette loi a impacté la perception de la défense des personnes en mobilité. Parce que dans cette loi, il était question que toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, aide une personne autre à traverser une frontière ou à faire un passage, il peut être incriminé. Donc, du coup, nous, en tant que, on va dire, des personnes qui essaient d'assister ou de sauver les personnes, on peut, d'une manière ou d'une autre, vu être considérés comme des gens qui facilitent la migration dite irrégulière, donc on pouvait être impacté par cette loi. Donc c'est de cette façon ou dans ce flou que cette loi est restée pendant longtemps comme un épée sur nos têtes, parce qu'on a toujours peur, donc ça impacte notre travail. On ne sait pas à quel moment on peut être en porte-à-faux par rapport à cette loi. On ne sait pas à quel moment on n'est pas en porte-à-faux à cette loi. Donc c'est resté suspendu, donc une criminalisation on va dire suspendu dans l'air qui était sur nos têtes, même si pratiquement on n'a pas été incriminé directement dans l'implémentation de cette loi, mais quand même on a eu des cas de certaines personnes, notamment les lanceurs d'alerte, parce que les lanceurs d'alerte, tout à l'heure, j'avais oublié peut-être de le mentionner, ce ne sont pas seulement que des nationaux, mais au fur et à mesure, il y a eu des personnes qu'on a intégrées dans les lanceurs d'alerte qui étaient elles-mêmes des personnes migrantes qui, à un moment, se sont installées, donc qui sont pas de nationalité nigérienne, donc qui étaient aussi ou qui sont aussi de la communauté migrante, mais qui sont installées. Donc, il y a tout cela. Donc, à des moments, nous avons vu ces personnes où deux de nos lanceurs d'alerte étaient tombés dans certaines, euh, on va dire, dans certains filets de la loi et ils ont été d'une manière ou d'une autre euh, arrêtés ou en tout cas réprimés par les lois sans que nous ayons concrètement les raisons et on peut estimer peut-être que tout ça, ça rentre dans le cadre de la dissuasion parce que nous essayons de promouvoir la liberté de circulation et que ça peut être dans ces cas.
Voilà un peu comment cette loi a affecté notre travail depuis toutes ces années et nous avons continué à dénoncer cette loi, pas nous seulement en tant qu'Alarme Faune Sahara, mais beaucoup d'autres acteurs, notamment les anciens prestataires de services de la migration, comme j'ai eu à appeler des anciens transporteurs, des anciens coxeurs et autres, qui, et toute la population de manière générale, décrier cette loi, dénoncer cette loi parce qu'elle est devenue elle-même liberticide. Elle a enfreint la liberté de circulation des personnes dans leur propre espace. Elle entrave l'économie de la région, mais aussi elle entrave ou elle se met en conflit avec une loi régionale parce que la majorité des personnes migrantes qui traversent le Niger sont des ressortissants de l'espace communautaire CEDEAO, qui est un espace de 16 pays qui promouvait la liberté de circulation pour ses ressortissants dans tout son espace depuis 1979. Donc, c'est-à-dire que cette loi vient empêcher, par exemple, la mobilité des personnes, on va donner des exemples simples, par exemple, du Nigeria, du Ghana, de la Guinée ou du Sénégal, à bouger librement au Niger dès qu'ils prennent la direction du nord, alors que régionalement, ces personnes ont le droit de bouger librement au Niger à travers le protocole de libre circulation de la CEDEAO qui existait depuis 1979. Donc, du coup, il y a ce conflit entre la loi nationale, qui est la loi 2015-36, et la loi régionale ou communautaire dans ce moment. Donc, c'est pour ça que cette loi a été dénoncée, décriée par tous. Et nous, à notre niveau, nous avons eu à mettre au niveau de la Cour de la CEDEAO même une plainte contre l'implémentation de cette loi avant que celle-ci ne soit abrogée, comme vous le savez, à partir de novembre 2023, suite au changement de régime politique qu'il y a eu au Niger. La loi a été abrogée. C'est ça. En 2023. Qu'est-ce que ça a changé maintenant, du coup, depuis 3 ans? Est-ce que la situation, en quelque sorte, s'est simplifiée au niveau des passages des personnes qui essayent de traverser le territoire du Niger pour atteindre les côtes de la Tunisie, de la Libye, de l'Algérie? Est-ce que vous avez vu des changements? Effectivement, l'abrogation de la loi 2015-36 a eu lieu en novembre 2023. Ce qui était pour nous un ouf de soulagement parce que déjà le fait de abroger cette loi qui était, comme je disais, comme une épée sur notre tête, ça soulage beaucoup de savoir que cette loi n'existait plus et de notre côté, dans un premier temps. Mais aussi dans l'implémentation de la loi 2015-36, plusieurs personnes ont été arrêtées. Au moins 300 personnes étaient ou croupissaient dans les prisons du Niger, à Niamey, à Agadez, à Zender, et des personnes qui étaient inculpées à tort ou à raison, en tout cas dans l'implémentation de cette loi, croupissaient en prison. Donc, du coup, l'abrogation de la loi 2015-36 a, de manière, on va dire, complète ou totale, fait libérer ces personnes qui étaient dans les prisons. Ça, c'est une première chose. Et pour nous aussi, comme je dis, ça nous a soulagé de savoir que cette épée n'existe plus, suspendue sur notre tête. Et pratiquement sur les personnes en mobilité, effectivement, ça a facilité le voyage des autres personnes, en tout cas à travers le Niger, parce qu'il n'existe plus de loi qui incrimine ou qui criminalisent leur mobilité dans l'espace du Niger, même si c'est en direction du nord. Donc, il y a eu ces changements concrets au niveau du territoire nigérien par rapport à la mobilité des personnes. Sauf que, de notre observation, les politiques de durcissement ou les criminalisations de la mobilité se sont redurcies beaucoup plus au nord, c'est-à-dire que plus les personnes peuvent traverser
le Niger pour aller vers les pays du Nord, mais à partir de 2023, c'est devenu très compliqué et très difficile pour les personnes une fois qu'ils sont au nord, notamment en Algérie, en Libye, en Tunisie. Donc, ils peuvent passer le Niger maintenant sans craindre beaucoup d'être criminalisés par cette loi qui n'existe plus. Mais en gros, ça devenait beaucoup plus dur aussi, ce qui fait que les gens traversent le Niger, mais les refoulements massifs et les chaînes de refoulement se sont multipliées, ce qui fait que concrètement, je ne dirais pas que ça a facilité beaucoup la vie de la personne migrante dans cet espace. Effectivement, on parle beaucoup et on a beaucoup parlé des mouvements que du Niger amène et accompagne les personnes vers les côtes pour essayer de traverser la Méditerranée, mais on ne parle pas suffisamment des refoulements dont tu parles. En 2025, plus de 34 000 personnes étaient déportées d'Algérie vers la frontière nigérienne. Vous avez fait donc le même constat, c'est-à-dire de ces mouvements de retour qui mettent en difficulté les personnes qui sont refoulées et qui se retrouvent bloquées encore dans les déserts. Qu'est-ce que ce pacte, selon toi, aura comme conséquence pour les personnes qui essayent de traverser et pour le Niger et pour du coup votre association? Au-delà des personnes que nous secourons qui traversaient le Niger ou qui allaient dans leur déplacement ou qui voulaient leur déplacement libre, à côté, il y a aussi les déplacements forcés, c'est-à-dire les retours là, les refoulements qui s'opéraient de l'Algérie vers le Niger depuis 2017 exactement. Lors de la naissance de Alarm from Sahara, bien que les refoulements entre le Niger et l'Algérie ont commencé, mais ce n'était pas des refoulements, c'était sur une entente entre le Niger et l'Algérie de ramener les ressortissants nigériens qui étaient là-bas. Donc c'était ça en décembre 2014. Mais à partir de 2016-2017, ça a changé et c'est plutôt les refoulements de toutes les personnes, on dira noires, donc d'autres nationalités qui sont refoulées au niveau du Niger. Donc il y a ces retours forcés dont nous faisons la documentation. Et comme dans la pratique, ces personnes sont laissées en plein désert, c'est-à-dire au point zéro qu'on appelle communément, qui est à 15 km du premier visage du Niger. Donc on organise aussi des assistances de secours pour ratisser les personnes là-bas. Donc ça c'est la première partie, c'est vrai on n'en parle pas beaucoup et c'est pas très, on va dire il y a un silence là-dessus parce que nous avions eu à faire beaucoup de travail de dénonciation, de mise en lumière sur ce qui se passe et au jour d'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas inconnu, sauf qu'il y a juste un laisser-aller, on ferme les yeux par rapport à cela. Donc c'est important de le rappeler à tout moment que l'occasion se présente. Maintenant, effectivement, juin 2026, il y a eu cet accord de pacte d'asile de migration qui a été ratifié au niveau des instances européennes, qui rentre dans la droite ligne logique de la volonté européenne de se barricader ou de s'ériger en forteresse en laissant entrer ce qu'elle estime peut-être assez légitime ou assez légal pour elle pour rentrer et aussi à faire expulser tout ce qu'elle pense ou tous ceux qui sont à ses yeux indésirables. Donc ces pactes, ils rentrent dans cette ligne et effectivement, ça aura des conséquences si ça ne l'est déjà sur toute la chaîne ou la gouvernance mondiale, on dira, de la migration, parce que l'Europe quand même était ou est un centre, on va dire, majeur dans la gestion de mobilité et dans la mobilité de manière générale même. Les Européens bougent beaucoup, ils voyagent beaucoup, ils vont dans les pays, ils attirent les personnes vers les pays et
de l'autre côté, ils veulent mettre des barrières ou des restrictions pour empêcher les autres de venir vers elles. Donc déjà, dans ce rapport de domination continue, de vouloir imposer la mobilité qui va vers et qui vient ou qui a le droit de partir, ce pacte, ça va impacter. Maintenant, concrètement, dans ce pacte, c'est de réduire les possibilités aux personnes qui sont dans le besoin de protection ou qui cherchent la protection, qui se retrouvent en Europe ou qui sont sur la voie de l'Europe, c'est de vouloir les empêcher. Donc, c'est une manière, je dirais, de l'Europe de se soustraire de ses obligations internationales qui sont de donner assistance à tout celui qui est dans le besoin. Je veux dire par cela que la Convention de Genève est une convention d'abord mise en place ou créée en Occident par l'Europe et soutenue et mise en place en Europe qui stipule que toute personne qui est dans le besoin de protection, les États doivent leur garantir la protection sur leur sol. Mais dans ce pacte, c'est la volonté contraire de refouler les personnes vers les pays tiers, de ne pas répondre à ces obligations. Donc, du coup, en faisant cela, ça aura des impacts sur des pays comme le Niger qui sont à la fois des pays d'accueil, d'origine, mais aussi de transit. Parce que ces pactes voudraient à ce que tous ces passages ou tous les autres, on va dire, États ou pays ou zones frontalières de l'Europe deviennent des hubs où c'est à partir de là que les personnes vont être stackées en mettant en place ce contrôle de count, control and block. Compter les personnes, les contrôler, les compter et les bloquer. Et il ne faut pas qu'ils arrivent. Donc, il y aura ces impacts sur les gens. Et il y aura aussi les déportations, comme je dis, de chasser encore les indésirables de manière directe. Plusieurs pays sont en train déjà de recevoir des personnes qui sont déportées, on va dire manu militari, qui sont chassées de toutes les façons. Donc, il y aura ces impacts sur les populations. Et il y a aussi l'impact politique, parce que quand même, l'Europe a une obligation, je veux dire, morale, par le fait qu'elle se revendique certaines valeurs humanitaires, certaines valeurs démocrates. En faisant cela, ou en mettant en place ces genres de pratiques, elle inspire ou elle facilite ces genres d'abus dans le monde. On sait aujourd'hui que ça devient de plus en plus récurrent, que les pays se recroquevillent sur elles-mêmes, que tous les pays deviennent, si on peut dire, se referment entre elles, cette phobie contre les étrangers, et jusqu'à sur le continent africain même, récemment avec ce qui se passe en Afrique du Sud. Et tout cela, je ne dis pas que c'est à cause de l'Europe, mais je dirais que le fait que l'Europe elle-même y fait, déjà, concrètement, elle le fait, elle soutient certains pays à le faire, et donc elle inspire aussi d'autres pays à le faire de manière indirecte, et même si elle ne les inspire pas, malgré son rapport de force ou son rapport de domination, sa force qu'elle a, elle ne peut pas empêcher les autres, ou bien elle ne peut pas... elle peut pas empêcher les autres de le faire parce qu'elle-même est en train de le faire. Donc, du coup, c'est de ces manières que cela impacte, je dirais, pas nous seulement notre travail, mais de manière générale, la mobilité dans le monde et tous ceux qui sont pour la défense des droits des personnes de manière générale et spécifiquement des personnes qui doivent bouger par leur volonté, qui doivent bouger par les obligations, parce que les migrations sont et peuvent être volontaires, elles doivent l'être, mais malheureusement, il ne faut pas oublier qu'il y a des migrations forcées aussi, notamment actuellement avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, et quand on prend des pays ou dans des zones comme le nôtre, avec les multitudes de crises qu'il y a sécuritaires, forcément, beaucoup de gens se déplacent par force. Il y a, à côté de tout cela aussi, un impact ou
cause ou une cause universelle ou mondiale qui est les changements climatiques qui obligent aussi les gens à se déplacer. Donc, si on se met à restreindre la liberté de cette circulation, je pense qu'on efforce le monde à aller vers le chaos. Radio Melting Pot. Voci, storie, interviste e podcast per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza. Ascolta Radio Melting Pot su meltingpot.org e Spotify.